Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est acteur et réalisateur, mais il est aussi artiste peintre et directeur d'un théâtre de marionnettes. On va en parler avec lui. Au cinéma, il est entré par la petite porte, des jobs par-ci, par-là, décorateur de plateau, accessoiriste, jusqu'au jeu d'acteur. Il rencontre les bonnes personnes et trouve sa place au fur et à mesure jusqu'à réaliser ses propres films. Ce midi, il vient nous parler du dernier film d'Antoine Rimbaud, dans lequel il joue une affaire de principe qui sort en salle mercredi prochain. Bonjour Bouli Lanners. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Ce rôle n'est pas un rôle comme les autres, Bouli Lanners, puisque vous incarnez une personnalité politique dans Affaire de principe. Vous êtes José Bové. Oui. Qui était José Bové pour vous avant de faire ce film ? Pour moi, José Bové était une figure à suivre, puisque j'ai connu José Bové, par les médias, quand j'avais 12-13 ans, à l'époque de la lutte sur le Larzac, et ça m'avait profondément marqué. Donc c'était au début de mon militantisme et au début de mes premières convictions politiques, et donc José a été une figure à suivre pour moi. Moi qui venais aussi d'un milieu paysan, je me rendais compte qu'il y avait un paysan qui pouvait parler, devenir un orateur, un tribun, et qui pouvait aussi devenir un chef de guerre. Donc ça vous a pas surpris quand Antoine Rimbaud vient vous voir et vous propose de l'incarner au cinéma ? Ah bah si, j'étais totalement surpris parce que en fait José a un peu disparu de la scène publique même pour moi je savais pas ce qu'il était devenu. Je ne l'avais jamais rencontré et puis surtout j'ai pas le même physique que José Bové. On a potentiellement une grosse moustache tous les deux mais ça s'arrête là. Donc j'étais à la fois surpris et à la fois terriblement excité parce que je me suis dit mais quelle bonne idée d'incarner José Bové. Donc j'ai dit oui même avant d'avoir lu le scénario. Vous étiez évidemment, on va en parler, mais en accord, vous aviez des points communs, vous allez nous raconter ça, votre rencontre avec lui. Mais d'abord, sur ce film, on est dans une affaire de principe, on n'est pas sur un biopic. Non. On est sur un film, sur un thriller politique qui nous emmène dans les arcanes du Parlement européen. C'est pas des arcanes où on a l'habitude d'aller. Donc, une fois que vous lisez le scénario, voilà, vous vous dites, bon, je vais y aller, je vais incarner ce José Bové-là. C'est pas celui du Larzac. Non, en fait, ça me rassurait aussi de ne pas devoir faire un biopic, sinon j'aurais dû faire un travail, je sais pas, à la Daniel Day-Lewis, aller faire du fromage de brebis pendant 3 ans sur le voilà. Ouais. Et je n'avais pas envie de ça. Donc là, c'est une partie de la vie de José quand il est député parlementaire qu'on connaît moins, qui est moins connu du grand public parce que les coups d'éclat étaient moins médiatisés. Mais l'affaire est très intéressante et puis je me rends compte que effectivement, moi non plus, je ne m'intéressais pas aux instances politique européenne et on ne les met jamais en scène, alors que les Américains le font toujours. On parle du FBI, on parle de la CIA, du Capitole, du Pentagone. On connaît même mieux les institutions américaines finalement que nos institutions européennes. Par exemple, l'OLAF, j'en avais jamais entendu parler. Oui, vous pouvez nous dire ce que c'est d'ailleurs ? L'OLAF, c'est un peu l'équivalent du FBI. Donc déjà, OLAF, ça sonne vachement moins bien que FBI, mais surtout, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc je me suis intéressé parce que je trouvais ça très courageux et novateur de faire un thriller politique au sein d'institutions dont on ne parle jamais et qu'on ne voit jamais à l'écran. Et Antoine a réussi un coup de maître parce qu'il a vraiment réussi à rendre le Parlement européen et à Strasbourg et à Bruxelles assez sexy et très très visuel quoi. L'OLAF, c'est l'Office européen de lutte antifraude et c'est un office qui est donc au cœur de ce thriller politique. Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. Monsieur Dalli, avez-vous accepté 60 millions d'euros pour assouplir votre directive ? Never. The tobacco lobby don't beat out me. Mon père a été piégé. Sa directive était historique. Un vrai coup dur pour l'industrie du tabac. J'ai l'air des infos. C'est peut-être bien un coup monté. Qui êtes-vous, monsieur ? José Bové. Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. Je peux dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors vraiment chier. Barroso is beyond our reach. You don't need to look for the lobby when the lobby is inside. Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires ? Oui. S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi. Oui.
La bande-annonce, une affaire de principe d'Antoine Rimbaud, ça sort le mercredi prochain, le 1er mai dans les salles avec vous, Bouli Lanners, en tant que José Bové, avec Thomas VDB qui incarne Fabrice, votre assistant parlementaire, et Céleste Brinquel qui est Clémence, votre stagiaire. Alors on est donc à Bruxelles en 2012, au moment où le commissaire européen à la santé est limogé du jour au lendemain. C'est l'affaire John Dalli, le Dalli Gate, l'opacité, le flou, le secret autour de cette démission, licenciement, on ne sait pas très bien, pousse donc José Bové et son équipe, ces 3 personnes en fait, à mener cette enquête et ils vont découvrir effectivement un complot lié au lobby du tabac qui menace effectivement de déstabiliser les instances européennes. Est-ce que déjà j'ai bien résumé l'affaire ? Parfaitement, très bien. C'est une adaptation donc d'un livre écrit par José Bové qui s'appelle Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe, paru en 2015 aux éditions La Découverte. Une fois que vous êtes vous avez décidé, je vais jouer José Bové, je lis ce scénario. La première chose qui vous vient à l'esprit, en fait, c'est ce qui vous plaît dans ce scénario, c'est quoi ? C'est ce côté justement thriller ? C'est le côté thriller, et puis c'est de comprendre des institutions qui nous gouvernent et qu'on ne connaît pas. Donc je me plonge aussi un petit peu dans savoir ce que c'est le Conseil, enfin savoir qu'il y a 3 pouvoirs, il y a le Conseil, il y a la Commission, puis il y a le Parlement, que la Commission et le Conseil, c'est très opaque, on ne sait pas ce qui s'y décide, il n'y aura jamais de déclassification puisque rien n'est noté, donc ça reste totalement obscur, et puis il y a le Parlement, et où là ce sont les élus, et là c'est la vraie machine démocratique, c'est là qu'elle se passe. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec José, parce que Dalli n'est pas un ami de José, c'est son ennemi. Ils se sont combattus sur les OGM, si je dis surtout, en fait, c'est-à-dire que comme il était commissaire aussi à la santé et à l'agriculture, tous les combats que José menait contraient ce que Dalli. Donc c'est tout à coup son ennemi politique qui est limogé, et José se dit il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Dalli, il est impossible qu'il ait accepté de l'argent des lobbies du tabac, puisque son cheval de bataille, c'était de faire voter cette loi anti-tabac, puisque son père est mort du cancer du tabac, le cancer du fumeur, ce qu'on appelle. Et donc José se doute qu'il y a quelque chose et mène l'enquête, mais c'est une enquête qui est menée non pas par des enquêteurs, ni par des policiers, mais par un parlementaire et ses 2 assistants. Donc c'est une enquête de bureau. Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans le film, parce qu'on a un vrai thriller, mais dans un code totalement différent. Oui, il y a quand même un côté institutionnel. Vous l'avez dit, c'était de rentrer dans les arcanes du pouvoir européen. On est en pleine élection européenne. Vous avez l'impression que ce film, il s'impose à ce moment-là parce qu'il y a une vraie méconnaissance. Il y a même une dimension presque pédagogique dans ce film, selon vous ? Il y a une vraie dimension pédagogique, et il y a aussi, à mon avis, à mon sens, matière à redonner confiance en l'outil démocratique et de se dire, mais en fait, il faut aller voter, parce que le film est l'exemple même que l'outil démocratique mis en place fonctionne, puisque c'est quand même des députés, des parlementaires qui ont réussi à bloquer la machine et surtout à contrer les lobbies. Or, la puissance du lobby au sein de l'Union européenne, elle n'est pas secrète, c'est connu. Il y a plus ou moins 80 lobbyistes par parlementaire. Il y a plus de 700 parlementaires, donc ça fait une masse insensée de lobbyistes qui sont présents tous les jours dans l'hémicycle, quoi. C'est presque un film militant, alors même pro-Europe à fond, quoi. Il est pro-Europe et surtout pro-démocratique. Sans José Bové, il n'y aurait peut-être pas eu de film, puisque c'est cette personnalité, le rôle de José Bové dans cette affaire qui a inspiré Antoine Rimbaud et qui l'a poussé à raconter cette histoire sur le grand écran. Et il dit quelque chose d'intéressant, Antoine Rimbaud, il dit que José Bové, il a dans le film une personnalité particulière. Il est déterminé, il veut aller au bout, mais il a, et je le cite, un œil qui frise, ce léger sourire en coin qui porte le film. Ça, c'est votre touche à vous, ou c'est le José Bové que vous avez découvert ? Mais c'est ma touche à moi, mais c'est aussi José Bové, parce que José Bové s'est toujours amusé de ce qu'il faisait. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'être député parlementaire européen pendant 10 ans, c'est se lever tous les jours à 6 h du matin, rentrer dans ce bâtiment qui est absolument atroce, qui est énergivore, enfin, on ne s'y sent pas bien. Lui, il avait un organisme, enfin, ils organisaient leur travail comme des militaires, quoi. Ils y allaient tous les jours, et donc il était passionné par ce qu'il faisait. Et tous les coups d'éclat que José a fait, ces petits clins d'œil, parce que je ne peux pas spoiler le film non plus, mais ça a existé, donc José s'amuse de ça aussi. José, c'était le seul type qui passait le portique sans son badge. Comment il faisait ?
il y arrivait. C'est ça qui est génial, il passait, et toujours là maintenant, on est retourné au Parlement européen à Bruxelles la semaine passée, alors qu'il n'est plus du tout... Il a réussi à rentrer sans badge, quoi. C'est intégré en lui, en fait. Ouais, c'est intégré, il a ça dans son ADN. Et donc c'est très drôle, en fait, d'être aux côtés, parce que j'étais beaucoup aux côtés de José Bové, c'est très très drôle d'être avec lui. Alors justement, vous l'avez rencontré à quel moment, dans quelles circonstances, et qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous le rencontrez pour la première fois? José Bové, on le rencontre sur le Larzac, parce que c'est quand même, on ne peut pas rencontrer José Bové dans un bistrot à Paris. Dans un McDo, peut-être. Non, dans un McDo, ça aurait plus de sens. Mais non, donc je l'ai rencontré sur le Larzac, chez lui. Et arrivé sur le Larzac, c'est un voyage initiatique, pratiquement. Parce qu'on arrive sur ce haut plateau qui est quand même très particulier, avec un paysage fort. Donc c'est quand même austère. Et puis on passe à côté du camp militaire, qui était l'endroit de la contestation qui a duré 12 ans contre l'armée, parce qu'il habite vraiment au bord du terrain militaire. Et puis on arrive chez lui, voilà, on est in situ, et débarque tout à coup José Bové, et à partir de là, on a face à soi un homme simplement, et on a parlé de tout, sauf de cinéma. Il y a eu une transformation physique est un bien grand mot. Oui. Bon, la moustache? Ce qu'il y a de bien, c'est que José a une silhouette, quoi. Donc c'est facile, il est blond, il a une moustache et il a une pipe, donc c'est déjà plus facile d'incarner José Bové que François Hollande, par exemple, où c'est plus dur de le caractériser. Moi, mon problème, c'était... Il y a des lunettes quand même, François. Ouais, il y a des lunettes, mais des lunettes qu'on ne voit pas. Oui, c'est vrai, c'est une caractéristique. Donc on les voit pas, assez sa cravate, on la voit pas. Ouais. José, on le voit. Voilà, donc c'est facile de faire semblant d'être José Bové. Comment vous vous êtes préparé justement, parce que c'est difficile d'incarner un personnage, une personnalité publique, vous l'avez dit, qui a une silhouette qu'on reconnaît immédiatement, sans être dans le mimétisme, sans être dans la parodie justement. On fait quoi? On regarde des images de lui, on s'inspire de la façon dont il parle? Bon, d'abord, j'ai perdu un peu de poids, parce que tout le monde avait... moi, c'est ça, et je ne voulais pas être ridicule, et je ne voulais pas non plus trahir José, puisque c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est plus facile d'incarner quelqu'un qu'on n'aime pas, parce qu'on se dit on peut le trahir, on s'en fout, on n'aime pas. Mais José, je l'aime, donc je ne voulais pas le trahir. Donc je voulais absolument perdre de poids, je faisais une fixette là-dessus, mais tout le monde disait, mais non, José Bové, il est... Donc dans l'inconscient culturel et collectif, les gens ont l'impression que José Bové est quelqu'un de costaud. En fait, c'est sa moustache et c'est sa force d'orateur et de meneur. C'est les coups d'éclat, en fait. Et qui donne l'impression que les gens... Donc ça m'a rassuré. Après, j'ai regardé beaucoup de reportages qu'Antoine Raybaud m'a filé pour voir comment José était, parce qu'il n'est pas... quand on est en privé, il ne se comporte pas de la même façon que quand il est sur le terrain, qu'ils sont en train de faucher du maïs transgénique et puis que la gendarmerie arrive. Donc je voulais le voir comment il était quand il était en pleine action avec ses camarades, etc. Je voulais voir comment il parlait. Donc je me suis un peu inspiré de ça, mais pas trop, parce qu'il ne fallait pas rentrer dans du mimétisme non plus. Il fallait surtout raconter une histoire. Et justement, vous disiez, c'est plus difficile d'incarner quelqu'un qu'on aime bien. Est-ce que vous pourriez incarner quelqu'un avec qui vous ne partagez aucune conviction J'aimerais beaucoup. C'est vrai, on vous a jamais posé, parce qu'on a l'impression que vos personnages, c'est vous, un peu, ça vous ressemble. Alors oui. C'est peut-être une fausse idée qu'on se fait aussi. C'est peut-être une fausse idée qu'on se fait, parce que le docteur Brun dans Hippocrate, par exemple, je ne m'y ressemble pas du tout. Moi j'étais persuadée que vous étiez comme ça dans la vie. Je suis beaucoup plus gentil que ça. Mais il est vachement sympa. Oui, il est sympa, mais enfin il est dur avec son personnel quand même. C'est normal, il doit sauver des vies. C'est bien, vous prenez ma défense. Non, et puis surtout, il prend quand même des antennes sous son aile. Oui, moi je trouve, oui. C'est un personnage attachant en fait. Faut me rassurer. Bon, en fait, oui, j'aime bien interpréter des personnages un peu ambigus aussi, mais j'aimerais beaucoup interpréter quelqu'un que je déteste, parce que du coup, ça me permettrait de mettre... La pire ordure, quoi. Ouais, parce que du coup, ça me permettrait de mettre ça en avant. Imaginons que je doive interpréter Barroso, par exemple, et que Barroso adore les animaux. Le fait qu'il adore les animaux, je l'exclurais complètement de mon personnage. Ça le rendrait humain, donc je préfère du coup aller rechercher ce qu'il y a de pire chez lui, donc c'est plus facile. Et on n'a jamais pensé à vous pour un méchant presque, ou pour en tout cas une personnalité antagoniste. J'ai joué 2 fois des méchants et c'était en fait très très drôle à faire. C'est bien plus drôle de jouer les méchants que de jouer les gentils. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Le petit Alain n'était pas un enfant comme les autres. Il ne s'intéressait ni au rap, ni à la bière, ni aux consoles vidéo. Un jour, il astiquait distraitement sa lampe à huile dans l'autobus. Ah, j'ai dit une bêtise, je ne vois pas de lampe à huile. Bonjour Alain, je suis ton bon génie. Attends, je vais m'asseoir là, je serai mieux mis. Un bon génie? Je ne savais pas que ça existait vraiment. Eh ouais, mon petit gars. Mais pourtant, je n'ai pas de lampe merveilleuse. Ouais, mais de lampe à huile, on trouve plus ça de nos jours. On a dû tous se recycler. Moi, je me suis recyclé dans les bites. Dans les bites? Il suffit que tu frottes ta bite et j'apparais, puis après, c'est tout le tout team comme d'habitude. T'as droit à 3 vœux, tchic et tchac et tchic et tchac. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui te ferait plaisir, Alain? Je ne sais pas, moi.
Si, je sais ce qui me ferait plaisir. Ce que je voudrais, c'est garder toujours une âme d'enfant. Et qu'autour de moi, ce soit un vrai conte de fées. Oh ouais, mais non, possible? moi je suis un génie de la bite. Moi je peux juste exaucer des vœux en dessous de la ceinture. De toute façon, tu sais où tu dois te compter pour me rappeler, hein. Oui. Alain, bye bye. Au revoir, bon génie. Un extrait de l'émission Les Snuls. Les Snuls Les Snuls. Ouais. Donc c'est sur Canal+ Belgique, imaginé par un groupe d'humoristes entre 89 et 93. Ça rappelle évidemment Les Nuls, et vous en étiez, Bouli Lanner. J'en étais. Je sais pas si Vous c'est un avez bon honte souvenir. Non, j'ai pas honte, mais tout à coup, vous m'avez replongé en arrière, ça m'a perturbé. Excusez-moi. Oui. C'était vraiment un moment de ma vie. C'est tellement vieux. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Bah, c'était il y a 30 ans, hein. Bah oui, il y a 30 ans, voilà, c'est ça. Mais c'était une autre vie. Une autre vie, vous aviez, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait des personnages que vous aimiez, vous voudriez incarner. Et là, vous aviez à ce moment-là une réputation d'être un garçon drôle au moment où vous deveniez acteur. Et après, vous allez vous détacher un peu de cette étiquette-là. C'était volontaire, ça ? Bah, en fait, le garçon drôle, oui, j'avais pas le choix, en fait. J'étais un petit gros. Donc, les petits gros, en général, on en fait des drôles. Un petit gros qui est vraiment méchant, c'est très rare au cinéma. Un petit gros méchant ? J'essaie de on peut pas, on n'ose pas. On va dire, ouais, grossophobie, blablabla. Non, on peut pas. Un petit gros, il doit être gentil. Donc, je faisais toujours les petits gentils. Et il y avait moins de gros à l'époque aussi. Ah bon ? 30 ans. Ah oui, bah, c'est clair. Les gens sont de plus en plus gros. Donc, j'étais plus rare sur le marché. C'est pour ça que j'ai pu continuer à jouer. Vous occupiez cette place-là, quoi. Ben, j'avais ce statut-là et finalement, on me reprenait chaque fois pour ça. Vous êtes autodidacte, Bouli Lanner, vous avez commencé justement, je l'ai dit, par des petits jobs, on peut le dire comme ça, sur des plateaux, notamment avant de rencontrer Benoît Poelvoorde, les Grolandais, ensuite Benoît Delépine et Gustave Kervern. Vous franchissez comme ça les étapes, vous jouez et ensuite vous réalisez. Aujourd'hui, et à l'époque, vous dites c'était possible parce que dans le cinéma belge de la fin des années 80, on avait cette possibilité, on avait cette chance-là, en fait. C'était le Far West. La loi n'était pas encore arrivée comme à l'ouest du Pécos. Il n'y avait pas de réglementation, vraiment. C'était le début pour beaucoup de gens, pour plein de producteurs aussi. Toto le héros, c'est arrivé près de chez vous. Les Snuls ont été des éléments déclencheurs de cette mouvance-là. La Belgique a été amputée de son histoire du cinéma aussi pendant des années. Il faut savoir qu'en Belgique, entre 1939 et 1967, il n'y a pas eu de cinéma. Le plan Marshall nous a interdit de produire des films en Belgique. Donc le cinéma belge a une renaissance en 67, donc elle est amputée de la moitié de son histoire à ce moment-là. Ce qui fait que les institutions, les guichets de financement n'existaient pas. Les écoles de cinéma sont nées en 67, il n'y en avait pas avant. Donc on n'a pas eu d'histoire de cinéma avant ça. Ce qui fait que le cinéma belge est né plus tard. Et donc dans les années 80, il y avait ce côté un peu Far West, puisque c'était pas mis en place. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est devenu une industrie qui fonctionne très bien. Nous sommes en partenariat récurrent avec la France et on n'a plus vraiment de différence. Mais ce côté, moi, western me manque. Voilà, parce tout était possible. Enfin justement, comment ça a marqué votre cinéma aujourd'hui en tant que réalisateur aussi ? Comment est-ce que vous trouvez dans ces racines-là, dans cette façon d'être entré dans le métier d'acteur, de réalisateur, ça marque aujourd'hui votre façon de travailler quand vous réalisez un film, qu'est-ce qui porte votre attention ? Il y a une façon de travailler peut-être plus à l'ancienne, les mains dans le cambouis ? En fait, il y avait quelque chose de l'ordre de la contrainte positive, comme même quand on faisait les Snuls, le budget était pratiquement inexistant. Mais en fait, dans cette émission, j'étais aussi l'accessoiriste, le régisseur et le décorateur. Et puis, accessoirement, j'apparaissais comme comédien. Mais ma fonction première, c'était d'être régisseur, décorateur et accessoiriste, avec très peu de budget. Donc, c'était l'éloge, l'école de la débrouille. Et cette débrouille imposait et finalement avait une répercussion sur la forme. Et donc, je me suis toujours servi de ça. Mes premiers films, c'était des films où il n'y avait absolument pas d'argent. Mais ce manque d'argent nous imposait, on devait trouver des solutions et finalement ces solutions avaient un impact aussi sur la forme. Donc il y avait des compromis à faire, mais ces compromis nous faisaient avancer. Si on avait eu des financements conséquents dès le début, je pense qu'on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Et ce côté-là m'a aidé tout le reste de ma vie, puisque j'ai chaque fois pu, du coup, rebondir sur des manques de financement ou du chiffrage qui arrive en fin de production et qui est moindre que le chiffrage. Mon dernier film, par exemple, qu'on a tourné en Écosse, on est passé de 42 jours à 30 jours de tournage, mais à 3 semaines du tournage. Donc, on m'ampute d'un quart du temps de tournage pour faire un film en Écosse. Donc, du coup, là, je repars dans ce truc de débrouille et pour arriver à clôturer le film et le faire. Avec des succès quand même à la clé dans votre carrière. Vous avez reçu 4 Magritte, c'est l'équivalent des Césars
en Belgique, pour des rôles que vous avez joués dans notamment De rouillé d'os de Jacques Audiard ou C'est ça l'amour de Claire Burger, et pour vos propres films, Les Géants et Les Premiers et les derniers. Avec le recul aujourd'hui sur votre carrière, votre travail, ce que vous avez pu faire, vous vous dites j'aurais jamais dû être là, mais j'ai réussi à trouver ma place. J'aurais jamais dû être là et je suis content d'y avoir été. Non, je suis content d'y avoir été parce que je me rends compte que j'ai quand même fait des choses, que j'ai rencontré des gens, que j'ai vécu des aventures humaines et artistiques exceptionnelles. Et ça, voilà, ça enrichit toute ma vie. Maintenant, je vais certainement passer un peu à autre chose. En tout cas, je vais revoir ma manière de fabriquer les choses et je ne vais pas rentrer dans un systématisme. Vous en parlez au passé aujourd'hui du cinéma? Justement, il y a quelque chose, et je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi directeur d'un théâtre de marionnettes, je vais en dire un mot, mais d'abord sur ce rapport à l'industrie cinématographique. On a l'impression que voilà, vous n'êtes plus en accord aujourd'hui avec ce qu'elle peut être, et vous n'avez plus envie d'en faire partie? Non, j'ai envie d'en faire partie, mais le monde change et le monde du cinéma a changé aussi, mes convictions politiques aussi, écologiques aussi, donc je me sens moins en adéquation avec tout ce système. Donc, c'est le côté Far West qui vous manque? Le côté Far West, et puis cette débauche qui est de plus en plus excessive, et puis le fait aussi de parler d'un produit artistique qui ne devient plus qu'un produit commercial. La mise en commerce d'un film sur le marché m'a toujours un peu blessé, et je n'ai plus envie de revivre ça. Donc, en tout cas, si je refais un film, ce sera différemment. Peut-être que je le produirai moi-même, peut-être que je vais aller vers le documentaire, partir seul, et avec une économie de moyens beaucoup plus drastique. Oui, ça c'est encore possible. C'est-à-dire que malgré l'industrie, le marché, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'auteur, de l'indépendance qui est Voilà, possible. Et j'ai envie de retrouver cette indépendance-là. Donc je fais un pas de côté pour l'instant. Je me mets un peu au vert, je vais faire un petit tour, et je me reconnecte avec la vie pour pouvoir mieux revenir au cinéma après. Donc c'est changer de vie personnelle, vous l'avez dit, vivre dans un endroit plus au calme, proche de la nature, mais c'est aussi dans votre vie professionnelle, vous avez hérité par votre femme d'un théâtre, un théâtre de marionnettes qui était dirigé par Jacques Ansion. C'était un des plus grands marionnettistes liégeois de Belgique même, ouais. On peut le dire. Il est décédé en 2022 et vous avez donc repris ce théâtre de marionnettes, toute petite salle, des marionnettes, où là aussi vous faites tout, Bully Lenners. En fait, on a repris les marionnettes. Le théâtre a été vendu et on a reconstruit un théâtre sur les mêmes mesures que le théâtre de mes beaux-parents, parce que la question s'est posée de qu'allait-on faire de ce patrimoine. Donc, c'est pas de la marionnette à gaine, c'est de la marionnette à tringle. Donc, ce sont des marionnettes en bois. Certaines datent du 19e siècle, donc on avait un patrimoine exceptionnel qui allait partir dans des collections privées. Tous les acheteurs étaient là, prêts à venir acheter, et donc on s'est dit on ne peut pas revendre ça, il faut qu'elles vivent, et pour qu'elles vivent, elles doivent jouer. Donc on a reconstruit un théâtre et on maintient cette tradition, on l'adapte à ce qui se fait aujourd'hui, et on fait du théâtre de marionnettes pour adultes. Donc c'est pas du tout du théâtre pour enfants. Faut savoir qu'à Liège, il y avait 60-70 théâtres de marionnettes dans les années 20. Ça fait vraiment partie de l'ADN des Liégeois. Et qu'aujourd'hui, il existe toujours 9 troupes de théâtre de marionnettes et 6 théâtres fixes à Liège, quoi. Qu'est-ce qui vous amuse dans cet art? Raconter des histoires, jouer des personnages très différents? En fait, ça ne fonctionne que si mon épouse et moi, on est là. C'est-à-dire que tous les théâtres de marionnettes étaient des petites sociétés familiales. Parce qu'il y a une intimité derrière. Quand on est derrière le Castelet, on ne peut travailler qu'en intimité, qu'en famille. Mon épouse et moi, à nous deux, nous avons toutes les compétences. C'est-à-dire qu'elle est metteur en scène au théâtre, elle fait la mise en scène. Elle est née dans la marionnette, elle a vécu toute son enfance, elle a travaillé avec ses parents parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle est aussi chef costumière, elle rhabille les marionnettes. Moi, j'écris les histoires, je fais les voix, je manipule avec elle. J'ai fait les beaux-arts, je restaure les marionnettes, j'ai fait des bélisteries. Donc, en fait, on a les compétences communes qui nous permettent pour le reprendre. On a l'endroit, on avait tout. Et il y a aussi là un truc on a une liberté absolue, c'est-à-dire qu'on n'a aucun crédit, mais surtout, on n'a aucun subside, donc on ne doit rien à personne. Donc, je ne suis plus obligé de passer après l'écriture d'une pièce, puisqu'on ne fait que des créations. Je ne suis pas obligé de passer un oral devant une commission pour justifier le bien fondé de mon écriture. J'écris, je joue. Et donc, du coup, on a une liberté totale, quoi. Mais c'est pas un peu vertigineux d'avoir une telle liberté, justement? C'est vertigineux, mais comme la jauge, c'est 30 personnes. Donc, ça rend déjà le truc vachement moins vertigineux. Donc, on joue 3 fois par semaine. On a fait une petite saison. On fait quand même 1000 spectateurs. On a vendu toutes les places en une journée. Ah oui, quand même. Oui, non, il y a une demande hallucinante sur ce théâtre de marionnettes parce que les gens retrouvent aussi quelque chose qui est lié au passé. Et puis, on joue avec un matériau pratiquement, ce sont des marionnettes du 19e siècle, elles sont magnifiques, ce sont des pièces de collection, mais elles jouent vraiment. Donc, il y a aussi ce lien avec le passé qui, moi, m'excite très fort, quoi.
On sent évidemment qu'il y a une forme d'engagement, Bully Lanners, dans ce que vous êtes en train de raconter sur abandonner cette industrie du cinéma qui est devenue très consumériste, travailler sur des petites choses. Vous parliez de la taille de la salle, c'est presque... Voilà, il y a quelque chose d'un artiste engagé, même je ne sais pas si vous aimez ce terme-là. Ouais, ça veut pas... Mais en fait, moi, je parle beaucoup de décroissance, et à un moment donné, on ne peut pas être que dans le verbe. C'est comme quand je parle de protection de la nature. À un moment donné, il faut jardiner. Je veux dire, c'est mon côté peut-être un peu maoïste, mais à un moment donné, il faut mettre les mains dans le verre. Donc, je fais mon potager, on a nos abeilles. Ah oui, vous avez quoi comme légumes? Alors là, on a tout là. En fait, avant de venir ici, j'ai planté les patates parce qu'on fait les rotations, et c'était le dernier jour par rapport à la Lune pour planter les patates. Il fait pas trop froid, là? Non, pour les patates, c'est bon. Et puis, il peut geler, elles ne sont pas encore sorties. Non, et puis là, j'ai mis les oignons de Mulhouse au mois de février, mes fèves de marais, on a semé les carottes. On avait encore un peu de la mâche, on l'a enlevé. Puis là, on va passer maintenant... Vous vivez qu'avec ce que vous faites, en fait. On n'arrive pas à faire l'année, mais on peut faire la moitié de l'année avec nos légumes. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Mais ça demande un travail quotidien. C'est pas juste aller 2 fois dans le jardin, gratter un peu. Et puis, on a quand même un truc de surface potagère assez conséquent, donc ça demande quand même pas mal de travail, quoi. Donc, il y a ça. Et le théâtre, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire parler de décroissance sans... Et puis, alors, faire du cinéma qui impose des transhumances permanentes, aller dans des festivals, je ne prends jamais l'avion, mais on me demanderait de prendre l'avion tout le temps, d'aller me déplacer là, c'est pas possible. Donc ce théâtre aussi correspond à quelque chose d'idéologique, c'est-à-dire que c'est 30 places, on vend la bière qui est brassée par nos voisins, l'eau, c'est de l'eau de récupération de pluie, il n'y a aucune émission de CO2, le coût de production d'un spectacle, c'est de l'ordre de 100 €, les marionnettes, on les restaure c'est des tout petits modules, des petites surfaces, donc très peu de tissu, donc on est vraiment dans une économie drastique, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu en train jusqu'à nous. Bully Lanners, pour nous présenter votre nouvelle vie, mais aussi ce rôle donc, que vous incarnez au cinéma à partir de mercredi prochain, le 1er mai, dans le film d'Antoine Rimbaud. Ça s'appelle Une affaire de principe. Vous y incarnez José Bové, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais je les cite quand même, accompagné de Thomas VDB qui joue Fabrice, votre assistant parlementaire, et Céline Brinquel qui joue Céleste, pardon, qui joue Clémence. Voilà, j'ai tout dit. Pour finir, Bully Lanners, nous avons choisi 2 chansons. L'une d'un chanteur belge, l'autre d'un chanteur écossais. Vous êtes très attaché à l'Écosse. Oui. Laquelle des 2 chansons souhaitez-vous écouter? Un chanteur écossais. 'Twas in the pleasant month of June, when gentle ladies walk that lane, when woods and valleys are grow green, and the sun it shone so clearly. Down in yon grove I spied a swain, a shepherd sheep club in his hand. He was driving yows out o'er the nose, and he was a Wheelford laddie. Ewan McCall, Bully Lanners, pour conclure cette émission. Je crois que je n'ai jamais entendu Ewan McCall en dehors de l'Écosse. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Merci. Merci à vous d'être venus dans les Midis de Culture, émission préparée par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigne, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Nicolas Berger qui réalise cette émission. Ce midi, c'est Florent Bujon qui est à la prise de son. Merci à tous et à toutes. À lundi, Géraldine. À lundi, Nicolas.